Bonjour et bienvenue pour cet ultime mois de cinéma de la saison, proposé évidemment par le Petit Bulletin, avec ce mois-ci 5 films, allez on va dire 4 plus 1, qui vont faire mentir toutes les mauvaises langues qui disent qu'en été, il n'y a pas de film ambitieux sur les écrans. Et on commence tout de suite avec l'étonnant Victoria de Sebastian Schipper. What's your name? Victoria. Victoria, I'm John. Nice to meet you. Une fille, c'est Victoria, étudiante espagnole venue passer quelques mois en Allemagne, à Berlin précisément. Berlin, c'est la ville. La nuit, c'est la nuit donc qu'elle va passer à Berlin et qui commence dans un des nombreux clubs électro qui parsèment la capitale allemande. Et une prise, c'est le principe choisi par Sebastian Schipper, le réalisateur, pour tourner son film, c'est-à-dire un seul plan séquence en temps réel. Et quand je dis un seul plan séquence, c'est pas comme Iñárritu dans Birdman qui fait plein de plans et qui ensuite les assemble de manière à faire un faux plan séquence avec plein de trucages numériques. Non, là il y a une seule prise en temps réel. Au départ, on a l'impression d'assister à une chronique justement typiquement berlinoise sur justement une étudiante qui passe ses nuits à faire la fête et ses journées à vendre du café dans un espèce de petit bar très typique et qui rencontre justement cette nuit-là un certain nombre de personnes, un groupe de mecs qui se définissent comme de vrais ouest-allemands, on comprenne qui pourra. Et ensuite, évidemment, cette chronique va petit à petit bifurquer et c'est l'autre tour de force du film, c'est-à-dire que de ce qui était au départ une espèce de marivaudage un peu amoureux, justement en temps réel, va découler un pur thriller urbain, avec des scènes de gunfight étonnantes, des moments de tension extraordinaires. Et c'est tous ces basculements-là que Sebastian Schipper arrive à faire rentrer dans ce simple plan séquence qui est constamment en mouvement, constamment inventif. Le film est assez étonnant parce que d'un côté, il donne cette impression de temps réel, donc de réalisme, mais aussi c'est d'une certaine manière un projet complètement artificiel, un pur projet de cinéma, où justement il s'agit de se dire, eh bien on peut tout faire rentrer sans coupe, sans montage dans un film. Il suffit d'y croire, il suffit d'avoir des acteurs excellents, il suffit d'avoir un technicien fabuleux derrière la caméra, et il suffit surtout d'avoir un vrai projet cinématographique. En cela, Victoria, c'est peut-être pas le meilleur film de l'année, mais c'est sans doute un des plus exaltants à regarder. Bonjour, excusez-moi, j'ai été transféré en 4ème 3. Va t'asseoir à côté de cette jeune fille. C'est un peu l'invité surprise de l'été cinématographique, le retour de Michel Gondry avec un film qu'on n'attendait pas de lui, qui s'appelle Microbe et Gasoil. Microbe et Gasoil, c'est le surnom que se sont donnés deux adolescents de 14-15 ans, qui ont tous les deux des problèmes avec leur famille, et qui ont un véritable coup de foudre d'amitié l'un pour l'autre. Un coup de foudre qui va découler sur une idée assez étrange, ils vont construire une voiture artisanale pour se rendre en Auvergne. Qu'est-ce que tu vois? Une maison, Et là? une maison avec des roues. S'ensuit un road movie extrêmement étrange et décalé, mais particulièrement drôle et ludique. Le cinéma de Gondry a visiblement gagné beaucoup à retourner en enfance. On va dire qu'il ne l'a jamais vraiment quitté. Tous ses films tournent autour de ça. Mais là, le fait d'avoir pris d'authentiques enfants pour jouer les personnages principaux, c'est comme si son cinéma se dénudait, c'est-à-dire comme s'il livrait sa vérité. Et le film est infiniment touchant parce qu'on a l'impression qu'il est encore plus personnel que tout ce qu'avait pu réaliser Michel Gondry jusque-là. Je peux pas rester ici. Il y a un poster de Shakira juste au-dessus de mon lit. Shakira. On se tire tout de suite. On n'est pas prêt d'oublier la vitalité du dialogue, mais aussi la vitalité de ces deux jeunes comédiens, absolument parfaits, totalement surprenants. Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que Desplechin a pu faire avec son propre cinéma dans 3 souvenirs de ma jeunesse, c'est-à-dire essayer d'aller chercher les corps, qui racontent son cinéma d'une autre manière, mais qui en même temps disent totalement la vérité. En cela, Microbe et Gasoil, c'est vraiment une très très bonne surprise, et sans doute un des meilleurs films de Michel Gondry. On nous promettait du scandale, on nous promettait du porno, mais rien de tout ça. Love de Gaspard Noé, c'est d'abord un immense film. How old are you? 17. 17? Yes. Like, soon? I fucking love Europe. Et quand je dis immense, c'est autant par le résultat que par le projet du film. Certes, Gaspard Noé nous avait habitués déjà à des défis relevés, comme par exemple avec Irréversible, ou bien évidemment avec le déjà formidable Enter the Void, mais là, il a décidé de raconter une histoire d'amour en ne la racontant que du point de vue des rapports sexuels entre ses personnages. Bien entendu, ces rapports ne sont pas simulés à l'écran, et c'est sans doute ce qui va déranger les gens qui pensent qu'il vaut mieux montrer des dizaines de morts à l'écran plutôt que de montrer simplement des sexes en érection ou en train d'éjaculer. Mais là où Gaspard Noé surprend, c'est qu'il ne cherche pas à provoquer avec cette vision
extrêmement sexuel, justement, des rapports entre les êtres humains. Non, au contraire, il cherche à tirer un autoportrait extrêmement honnête, extrêmement intègre et totalement bouleversant de ses propres rapports avec ses congénères, et notamment avec ses congénères féminins. D'un bout à l'autre du film, Gaspar Noé se met littéralement à nu. Il parsème en effet le film de signes qui sont extrêmement autobiographiques, que ce soit évidemment sa propre présence dans le film, la présence de son producteur, Vincent Maraval, ou bien le prénom qu'il donne à l'enfant que porte sa compagne, ou bien encore à tout un tas d'affiches qu'on peut voir dans la chambre du héros. Bref, on sent que Gaspar Noé est ici au plus près de ce qui a pu faire son envie de cinéma. D'ailleurs, il le dit dans une réplique, pour lui, le cinéma, c'est une certaine manière de montrer à la fois du sang, du sexe et des larmes. Et pour ça, Love, c'est vraiment la quintessence de son cinéma, la quintessence de son projet depuis le début, et peut-être son film le plus accompli, le plus abouti. Il faut voir son utilisation de la 3D, par exemple, qui est tout à fait remarquable. Et là encore, pas du tout dans le but de provoquer, il ne s'agit pas de montrer des éjaculations qui vont foncer sur le visage du spectateur. C'est pas du tout ça. Il s'agit au contraire d'un film d'une grande douceur, d'une grande innocence, d'une grande pureté, et aussi d'une grande tristesse, d'une grande mélancolie. En tout cas, c'est un film fondamental, un film qui ne ressemble à aucun autre, un projet qui est tout à fait unique, un film à voir absolument, quel que soit ce qu'en disent les langues puritaines qui ont déjà fait leur office contre le film. They made a house out of twigs, and the wolf came. He blows it down. Yeah, but what happens in the middle? Keep wanting to do this little piggy went to market, but that's with the toes. Après le succès surprise de Frances Ha, Noah Baumbach confirme qu'il est un cinéaste important avec While We're Young. Le film démarre sur le ton d'une comédie caustique un peu à la Woody Allen, quoiqu'en plus mordante, avec deux quadragénaires incarnés respectivement par Ben Stiller et Naomi Watts, qui sympathisent avec un couple de jeunes bobos de 20 ans, joués par l'étoile montante Adam Driver et par Amanda Seyfried. Et il y a une espèce de fascination qui se développe, c'est-à-dire qu'ils se disent « Bon, nous, on est rentrés dans une espèce de logique de couple bourgeoise un peu ennuyeuse, et là, on rencontre ces jeunes qui font des choses folles, qui récupèrent du mobilier, qui vivent un peu selon leurs règles, et ils se disent « Tiens, et si on retrouvait l'énergie et la fougue de notre jeunesse ?» Là où le film de Baumbach est très très fort, c'est qu'il ne cherche jamais à donner raison aux uns ou aux autres, mais au contraire à montrer que la vérité se trouve toujours au milieu, c'est-à-dire que on vit dans des illusions les uns les autres, on essaye d'imiter des modes, on essaye de suivre des modes, on essaye de se tromper soi-même, on essaye de vivre d'autres vies que la sienne, mais finalement on est toujours rattrapé par ce qu'on est. Et c'est justement là où le film est très touchant, c'est que parti justement de quelque chose de très, très caustique et très mordant, il arrive à une grande vérité, et en ça, on reconnaît évidemment la patte de Ibsen, mais aussi la patte de Baumbach, puisque de film en film, il s'impose vraiment comme un réalisateur américain marquant, en tout cas comme un de ceux qui est arrivé à imposer une véritable patte. J'avais dit 4 films plus 1, puisque le dernier film que je vais évoquer n'est pas une sortie, mais une reprise. Mais quelle reprise, puisqu'il s'agit de la version restaurée par William Friedkin lui-même, de ce qui est sans doute un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Sorcerer, Le Convoi de la Peur. Je ne vais pas être très long sur le film, juste dire que c'est le film que William Friedkin entreprend après le triomphe mondial de L'Exorciste, et qu'au départ, son but était non pas de faire une nouvelle adaptation du roman de G.J. Arnaud, Le Salaire de la Peur, mais bien du film d'Henri-Georges Clouzot, qui était un de ses cinéastes favoris. Il transpose l'histoire aux 4 coins du monde, et c'est bien le cas, puisqu'il s'agit de 4 personnages qui vivent chacun dans des contrées différentes du globe, et qui vont se retrouver dans un coin perdu d'Amérique latine pour transporter 2 camions remplis de nitroglycérine. Là, à ce niveau-là, c'est absolument fidèle au film original de Clouzot. Si Friedkin apporte sa patte au Convoi de la Peur, Sorcerer en anglais, c'est bien dans sa vision du mal omniprésent qui gangrène petit à petit tout, que ce soit les rapports entre les êtres humains, mais aussi la nature, qui est comme une espèce de nature vengeresse dominée par des dieux qui ont envie justement de réduire l'humanité à un espèce d'état de fourmis dominé par les éléments, qui sont constamment brinque-ballés par le destin, et c'est la force du film. C'est un film tellurique, c'est un film cosmique, c'est un film incroyable, c'est un film à redécouvrir absolument, mais je dis à redécouvrir, mais je pense que la plupart des gens ne l'ont pas vu, donc c'est un film à découvrir, en plus dans des conditions idéales, qui feront oublier qu'à l'époque, ce film a été un échec terrible, qui a quasiment enterré pendant 10 ans la carrière de William Friedkin, pourtant un cinéaste américain majeur. Voilà, c'est terminé pour cette première saison d'un mois de cinéma proposé par Le Petit Bulletin. Alors on va dire qu'on va se retrouver la saison prochaine, en septembre, avec plein de nouveaux films, tout ça. Mais évidemment, auparavant, on va vous souhaiter un excellent été cinématographique. Et on va surtout vous remercier d'avoir été fidèles tout au long de cette saison à un mois de cinéma.